découvrir le goût du Tarn au travers de mes rencontres curieuses et gourmandes des producteurs du Tarn. C'est tout de suite votre émission Le goût du Tarn du côté de chez Fred sur Air d'Otan. Le Tarn est un pays riche de saveurs, riche de terroirs, de légumes, fruits, fromages, viandes, vignes, céréales, mais aussi de recettes, de bons petits plats qui mijotent, mais surtout d'histoires de vie, de parcours singuliers, de passion du métier. C'est en balade du côté de chez Fred, de chez moi, de chez vous donc, que nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 15e émission du Goût du Tarn sur Air d'Otan, en partenariat avec la communauté de communes Tarn-à-Goût. C'est du côté de chez Fred que nous rencontrons Rémi Vigneault. Donc on est sur la commune de Ambre. Bonjour Rémi déjà. Oui, bonjour. Tout à fait, on est sur la commune d'Ambre, à 3 km de Lavaur. L'exploitation ou la ferme, je ne sais pas comment tu peux dire ça. Oui, la ferme, c'est une ferme comme toutes les autres. Ouais. Et qui s'appelle donc la Cueillette du Bosc. Est-ce que tu peux présenter ce que tu y produis et puis depuis quand exactement tu es sur ce territoire ? Donc moi je suis né à Lavaur, donc j'ai eu un parcours sportif pendant des années. Dans quel sport ? J'étais joueur de rugby professionnel pendant 15 ans. Donc j'ai arrêté en 2011 et j'ai repris l'exploitation familiale en 2013. Donc je me suis installé, j'ai repris la suite de mes parents qui étaient arboriculteurs. Donc qui faisaient principalement pommes et cerises. Donc j'ai un peu diversifié les produits, quoi. Donc on a maintenant fraises, abricots, pêches, un peu de prunes et on va se lancer un peu dans la poire dans les prochaines années, quoi. Parce qu'avant ils faisaient que de la pomme essentiellement. Voilà, ils faisaient pommes et cerises. D'accord. Ils faisaient que ça et après un peu de céréales, mais voilà, quoi. Cette ferme-là, il y a combien d'hectares ? Quelles sont un petit peu les caractéristiques ? On est sur de la plaine, c'est un peu vallonné. La terre, elle est comment ? Alors, on est sur de la terre argilo-calcaire, on est tout en coteaux. Donc, ça a le bon côté de prendre le soleil, tout ce qui est plein sud, de prendre énormément de soleil, d'être moins gélif, surtout à cette période. Et ça a l'inconvénient d'être tout en coteaux et de retenir moins l'eau et de grimper quand il faut ramasser, quoi. Oui, c'est vrai, il y a un petit peu d'altitude, mais bon, il y a quoi ? Il y a 100 mètres de dénivelé au maxi ? Oui, voilà, à peu près. Donc, c'est pas énorme, mais bon, c'est vrai qu'à pied, quand on ramasse les pommes, on le sent vite que c'est pas plat, quoi. Ton passé de sportif doit t'aider ou par rapport à ça justement, parce que là en termes de forme physique, il faut l'avoir pour faire ce métier. Il y a des distances à parcourir dans un verger. Ouais, c'est vrai. C'est pas aussi dur physiquement que ma période sportive, mais c'est quand même assez intense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marches, on est souvent d'efforts à faire, porter du poids, donc voilà, quoi. Mais ça permet de garder la forme. Alors, tu es tombé dans le rugby, le rugby étant petit, j'imagine. Donc, c'est ça, tu as commencé très tôt ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai un peu un parcours atypique. Chez moi, on n'est pas du tout rugby. On n'était pas du tout rugby. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, le rugby, en fait, grâce aux copains. Voilà, quoi. J'ai commencé à Lavaur en cadet. Et j'ai fait 3 ans sur Lavaur. Cadet ma première année junior et après je suis parti sur Castres. De Castres, j'ai passé 15 ans là-bas. Enfin non, j'ai passé 10 ans à Castres comme joueur professionnel et après je suis parti 5 ans à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère où j'ai fini ma carrière là-bas, quoi. D'accord, donc tu as connu le haut niveau. Ah, oui, tout à fait. J'ai joué en top 14 pendant quelques années et avant d'arrêter, quoi. Donc les week-ends étaient rudes. Ouais, les week-ends étaient rudes. Étaient engagés, donc voilà, quoi. D'accord. Non, ouais, tout à fait. Donc la carrière s'est finie à quel âge en fait ? J'ai arrêté 35 ans. J'ai arrêté, j'avais 35 ans. Donc quelques années avant, 2-3 ans avant, parce qu'une carrière sportive peut s'arrêter très 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 vite et à tout moment. Et
Du coup, j'avais réfléchi à ce que je voulais faire et j'avais décidé de reprendre l'exploitation familiale. Donc voilà, j'ai fait en sorte de passer mes diplômes pour pouvoir m'installer. Et quand j'ai arrêté, j'ai fini ma formation et j'ai repris l'exploitation. Je me suis installé 2 ans après, quoi. Et justement, ce passage d'une vie de sportif à haut niveau, donc avec son rythme de vie quand même très particulier, à cette vie de paysan que tu connaissais, puisque tes parents étaient dedans, ça n'a pas été quand même trop difficile, parce qu'il y a une remise en question, on quitte un confort de vie, il faut se refaire les études, ça a dû être quand même difficile. Ouais, alors c'est vrai que j'appréhendais un peu ce passage, quoi, hein, de la partie sportive à on va dire la vie active, quoi, parce que bon, on fait que du plaisir et que du sport. Et puis en fait c'est tellement intense la vie d'agriculteur, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Qu'en fait ça a glissé tout seul, quoi. J'ai pas eu le temps de me poser trop de questions et de me dire ouais, mais finalement c'était mieux. Non, une fois que je me suis lancé dans la reprise de l'exploitation, il y avait du boulot pour tous les jours et même plus, donc du coup non, j'ai pas eu le temps d'être nostalgique de mes années de joueur, quoi. D'accord. Et alors avec tes parents, avec quel âge quand tu as repris? Quand j'ai repris, mon père prenait la retraite. D'accord. Donc voilà. Quelle synchronisation. Ouais, c'est presque. Hein. et ma mère était encore en activité sur 4 ans de plus. Donc voilà, donc j'ai repris avec ma mère exactement. Je me suis associé avec elle. Ce qui est toujours le cas? Non, parce qu'elle elle a pris la retraite, donc je suis tout seul maintenant. Donc voilà. Ouais, seul à bord. Ouais, tout à fait. Donc ça c'était en 2013 si je me souviens bien. Voilà. Donc 2013 tu arrêtes la carrière sportive, tu te formes. 2011 j'arrête, ouais. Et 2013 je m'installe. Voilà, sur les 2 ans il y a eu la formation. Ouais, voilà. Quand tu étais plus jeune aussi le fait que ça ait glissé tout seul, c'est peut-être t'as vécu dans cet environnement, tu sais ce qu'est le métier par tes parents, donc il y avait une sorte d'évidence. Oui, alors je connaissais le métier. Alors étant jeune, c'était pas forcément celui que j'aurais choisi au départ. Je l'ai pas choisi, mais voilà, je me voyais pas là-dedans à 20 ans, quoi. Et bon, c'est vrai que après ma carrière sportive, en faisant le recul sur plein de choses, et je me dis si, en fait c'est ce que tu veux faire, et c'est là-dedans où tu t'épanouiras le plus, quoi. Et la preuve, tu y es encore. Voilà, j'y suis encore, donc c'est que ça me plaît, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc quand tu as commencé, comment tu voyais l'activité, comment tu voulais la développer? Est-ce que aujourd'hui tu as réussi à mener tous tes projets? Non, je ne suis pas arrivé à mener tous mes projets, mais j'avance petit à petit, quoi, hein. Après, c'est le souci ou les problèmes de l'agriculture. On ne fait pas comme on veut, on est tributaire du temps et des bonnes et des mauvaises années. Donc, les années nous font soit avancer, soit stagner dans nos projets. Ce que je voulais, c'était faire une sorte de cueillette à la ferme. Donc mes parents déjà avaient commencé au niveau des dépôts, mais c'était le tout début. Et c'est vrai qu'en m'installant, on a créé le magasin, on a mis des fraises en place, des abricots, agrandi les cerisiers pour qu'en fait les gens viennent se servir, quoi. C'est un genre de grand self sur du fruit, et voilà, quoi. C'était la chose que je voulais mettre en place pour commencer, quoi. Et pourquoi ce choix? Parce que c'était aussi c'est peut-être une facilité parfois de se dire je fournis des magasins, ceci, cela. Pourquoi avoir voulu une sorte de contact avec les gens? Alors voilà, il y a le contact, et puis en faisant ce système, alors qui est de plus en plus recherché par les gens, hein, par les consommateurs, on ne peut pas tricher, quoi. Les gens, ils viennent voir, ils ramassent la marchandise qui a poussé, quoi. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de tricherie, de chambre froide, de produits après ou quoi que ce soit. C'est ramassé, c'est consommé dans la foulée, quoi. Le circuit peut être c'est le plus court possible. Oui. Donc voilà, les gens connaissent le produit et apprécient le produit parce qu'il y a zéro intermédiaire, quoi. Il n'y a pas plus frais que là, quoi. Oui, et puis c'est une activité ludique aussi avec les enfants, de ramasser, voilà. Oui, après c'est toute une éducation, quoi. Ça montre aux enfants et même aux parents que les fraises c'est avril et pas fin février, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Encore, j'ai des gens qui sont venus ce matin me demander s'ils pouvaient les cueillir des pommes et des fraises. Les fraises, c'est pas mûr et les pommes, c'est fini. Donc, voilà, il y a toute une culture et remettre les fruits dans sa bonne période. Oui. Donc, et l'église à la place du village. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà. Non, mais c'est ça. Tout, à l'heure actuelle, on peut trouver de tout, n'importe quand, et il y a quand même des cycles et des périodes pour chaque fruit, quoi. Et oui, on est dans cette culture du supermarché où on a tout le temps. Donc c'est parfois saisissant. On a oublié à quelle période il y avait tel fruit et tel fruit. Donc c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a qu'un seul fruit où on peut pas trop tricher, c'est la cerise, quoi. Oui. La cerise, c'est 1 mois et demi. Oui. Pas plus, quoi. On n'en trouvera jamais en février, à part de l'autre bout du monde. Mais voilà, quoi. Hormis ce fruit qui est vraiment bien périodique. Après, c'est vrai que des fraises, on peut en trouver 8 mois sur l'année, dans l'année, quoi. Et oui. C'est le problème des serres chauffées, à la limite, donc qui permettent d'avoir ces fruits tout le temps, quoi. Oui, c'est ça. Entre les serres chauffées, les produits qui viennent de l'étranger, bon, voilà, quoi. On arrive à trouver des fraises, pas toute l'année, mais pas loin. Oui. Avant de poursuivre, on va écouter, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un groupe tarnais qui s'appelle les Twin Souls, qui nous chante Till I Did, et on se retrouve de suite après. Jumping on the side, your life is changing fast. Today you lose it all, till I do what you know. Living on the run, life has just begun. Till I do what you know. I've got breathing air to be a perfect enemy. I can't know my head, look out the sun is red. I do what you love, living on the run, life has just begun. Till I do what you know. Till I do what you know. Air d'Autan, la vie autour de vous.
Nous sommes toujours avec Rémi Vigneault de la cueillette du Bosque à Ambre, du côté de Lavore, du côté de chez nous. Toujours le Goût du Tarn en partenariat avec la communauté de communes Tarnagou. On évoquait avec toi donc les différents choix que tu as fait par rapport à la ferme et l'orientation que tu voulais lui donner, ce contact avec le public, la cueillette. En termes de culture, quelles sont les spécificités justement de la culture du fruit, de l'arboriculture, en termes de culture, de traitement, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, le sujet est vaste. Ouais, c'est très vaste, on peut vite s'éparpiller. Après, il y a la façon dont je cultive mes fruits. Et voilà, je suis tout en raisonné. Style les fraises, il n'y a aucun traitement. Le reste, j'utilise un maximum de produits biologiques qui fonctionnent, ou en confusion sexuelle sur les pommes. Après voilà, c'est vrai que je fais des pommes, alors c'est le fruit par excellence qui est visé en permanence par le nombre de traitements. On utilise énormément de traitements que tout le monde utilise en bio, donc voilà. Après, comme j'explique souvent, quand on se soigne avec, si on est un peu malade, on se soigne avec de l'homéopathie. Si ça s'aggrave, on utilise des antibiotiques. Moi, c'est un peu le même principe, quoi. Hein. J'utilise des produits biologiques, phyto. Après, s'il faut, si ça atteint de plus grave, on fonctionne autrement, quoi. Mais c'est tout en étant dans le respect de l'environnement, de la nature. Je suis HVE depuis la création. Ça va faire 2 ans. Donc, à quel niveau ? Parce qu'il y a trois échelles, je crois. Au troisième niveau. Au troisième niveau, ouais. Donc voilà, je travaille. J'ai des parcelles de pommes en blédina pour le groupe Blédina pour faire des compotes avec des cahiers des charges bien définis. Ça fait 2 ans également. Enfin voilà. On fait attention à ce qu'on fait, quoi. Il faut arrêter tous ces clichés de traiter à outrance, on voit les atomiseurs en permanence. Non, c'est pas ça, quoi. Ça nous fait pas plaisir d'être dans le champ en permanence ou de traiter si juste pour le plaisir. Hein, ça coûte des sous, ça coûte. Voilà, quoi. On le fait par nécessité, point. Parce que après, la pomme, c'est un fruit qui est très attaqué, en fait, finalement, c'est très fragile comme fruit, non ? Alors le problème de la pomme, c'est la tavelure. En fait, c'est un champignon qui est dans l'arbre, et il faut protéger les pousses, les jeunes pousses à chaque pluie. En fait, quand il pleut, la goutte d'eau fait exploser le champignon et éparpille de la tavelure partout. Donc au début, c'est sur les feuilles, et après, quand il y a les fruits, ça va sur les fruits. D'accord. Donc on traite avant chaque pluie. Donc s'il pleut pendant 3 fois dans la semaine, plus de 20 mm, ça lessive le produit qu'on a mis, et on est obligé de repasser pour protéger. S'il ne pleut pas pendant 15 jours, on voit personne dans les champs, quoi. On n'y va pas, on laisse faire, voilà. Mais s'il pleut plusieurs fois dans la semaine, on est obligé d'y repasser à cause du lessivage. C'est le gros problème de la pomme, quoi. C'est la tavelure. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Il n'y a pas de variété qui est sans tavelure. Oui. De toute façon, chaque espèce dans la vigne, c'est pareil. Il y a la flavescence, le mildiou, enfin bon. Donc, par rapport à la tavelure, le fait d'être en HVE niveau 3, ça fait que tu utilises moins de produits. C'est quoi, en fait ? Oui. Après, voilà, on a alors c'est certains produits qui sont plus autorisés. On utilise certains produits en demi-dose. Et puis après, le fait d'être HVE, c'est sur l'environnement, c'est sur les en bord de champ, c'est sur. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. C'est voilà, quoi. Toi, tu justement par rapport au haies, tu fais, enfin, en même temps, il y a plein d'arbres, donc. Ouais. Moi, j'ai des haies partout. Enfin voilà. Après, on fait attention.
C'est notre outil, la terre. Hein. Donc, on y fait attention, on n'y balance pas tout et n'importe quoi, juste pour le plaisir ou pour avoir une production. Hein. C'est sur du long terme, on ne change pas de terre tout. C'est un capital. Exactement, on ne change pas de terre tous les 2 matins. Donc, du coup, on y fait attention et voilà, on la préserve. Hein. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Hein. Oui, c'est plus complexe que ce qu'on peut dire. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que tout le monde nous voit comme des assassins de la terre mais voilà, non, je pense que on y fait quand même très attention à notre outil, quoi. Et donc au niveau des cultures que tu as amenées, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu as dû faire face, mis à part la tavelure, mais pour les autres fruits que tu as développés, est-ce qu'il y a eu des soucis particuliers? Ouais, il y a toujours son lot de soucis, quoi. Par exemple, les abricots, c'est le gel, le manque de pollinisation parce que ça arrive un peu, les fleurs arrivent tôt, surtout cette année. Derrière, on a pris des gelées, donc avec le risque que c'est à griller les fleurs. Il y a tout le temps un lot de soucis mais qui est tout le temps en fonction du temps, quoi. Hein. C'est le temps qui nous donne ces problèmes, ces soucis. Si on avait la pluie qu'on voulait, quand on voulait, et le soleil qu'il fallait au moment voulu, ce serait simple, l'agriculture. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. C'est le gros problème, c'est qu'on n'est jamais dans le bon créneau où il y a trop d'eau, où il y a trop de soleil, où il y a trop de vent, où il y a trop de froid. Enfin, c'est vrai que c'est assez compliqué à cause de ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux que les gens qui viennent acheter tes fruits, qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent dedans? Quelle particularité qu'est-ce que tu veux qu'ils y trouvent? Mis à part cette transparence dont tu parlais justement, que voilà, c'est du producteur au consommateur. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand j'entends les gens dire ça fait des années que j'ai pas mangé un fruit aussi bon, quoi. Une pomme, un abricot, ça a le goût de ce qu'on achète, quoi. Ça a le goût de pomme, ça a le goût de cerise, ça a le goût de fraise. Voilà, quoi. C'est pas. Et c'est vrai qu'on apprécie d'entendre des choses comme ça en se disant bon. T'as bien bossé, les gens retrouvent le goût qu'ils ont perdu il y a 10 ans, 20 ans, ou voilà, quoi. C'est vrai que le parfum d'une fraise pleine terre, j'ai rien contre le hors-sol, mais c'est pas le même goût, quoi. Il faut pas se tromper. Alors c'est plus de boulot, c'est plus, mais quand on la mange, la fraise, quand même, c'est pas la même chose. Et l'abricot, c'est pareil, quoi. Un abricot qui est ramassé mûr, ça n'a pas le même goût qu'un abricot qui est ramassé vert, qui a passé 15 jours dans une chambre froide et une semaine dans un étal de supermarché. Alors forcément, mes fruits, on va les conserver beaucoup moins longtemps. Mais voilà, c'est des choix. Et moi, j'ai fait le choix du bon et du court, que les gens, voilà, c'est vendu, c'est ramassé, c'est vendu dans la foulée. Et les gens s'y retrouvent, quoi, retrouvent ce goût qu'ils ont perdu bien souvent, quoi. C'est vrai, l'authenticité en fait. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Juste retrouver le bon goût du fruit et d'un fruit mûr, quoi. Oui. Quand tu regardes ton parcours, qui est quand même atypique, hein, c'est du sport de haut niveau au verger, justement, depuis 2011 que tu as pris ce tournant, quelles sont tes fiertés? Quelle fierté tu retires de tout ça, si tu devais retenir une ou deux choses? De la partie agricole, d'avoir conserver et améliorer l'exploitation que mes parents m'ont laissée. C'est la fierté d'avoir développé, d'avoir amené un petit côté nouveau sur l'exploitation existante, quoi. C'est vrai qu'ils m'ont laissé une bonne base au départ, hein. Il y avait déjà quelques hectares de verger. Voilà, c'est d'avancer, d'agrandir l'exploitation, d'avoir de nouveaux produits, envie d'avancer avec de nouvelles cultures, quoi. Et donc voilà, quoi, c'est cette fierté de pérenniser l'exploitation. Une histoire.
Ouais, une histoire, parce que c'est vrai que ça fait... cette ferme, c'était d'abord mon grand-père qui l'avait, où il faisait des cochons il y a longtemps. Mon père l'a reprise et faisait des cochons aussi. Il a tout arrêté pour se lancer dans l'arboriculture. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'il y a des arbres fruitiers ici. Et donc voilà quoi, et jamais de nouveau, des nouvelles variétés et des nouveaux fruits. Je plantais bientôt de la poire, donc voilà quoi, ça permet et je suis content de pérenniser cette exploitation quoi. Oui, puis je pense que tes parents doivent aussi être fiers de ça, de voir que leur histoire continue finalement. Bien sûr, c'est vrai que c'est toujours... je pense que c'est toujours plaisant de voir un truc qui perdure et qui avance quoi. Ils sont contents. Et justement, avec un de tes produits, peut-être le produit phare, avec quoi on peut l'associer à un autre produit, justement, qu'un confrère, un autre paysan produit dans le coin, donc la pomme, on l'associe avec quoi ? Mais la pomme, ça va très bien avec du boudin. Un boudin pomme, c'est excellent. Ça fond dans la bouche, c'est... Exactement. C'est vrai que un bon boudin pomme, je sais pas si c'est la pomme qui sublime le boudin ou le boudin qui sublime la pomme, mais voilà, ça va bien ensemble. Super accord. Ouais, tout à fait. Donc voilà. On peut trouver ça où ? Eh bien, chez De Brozeski, l'ERL des Amandiers, la charcuterie de Cocagne, donc qui sont à Massac-Serran, qui font du très très bon cochon et du très très bon boudin. Donc, ils produisent et ils transforment. Voilà, c'est ça. Ils produisent et ils transforment. On peut les retrouver le mercredi, le samedi sur le marché de la Bourre. Donc voilà. D'accord. Donc, et quel type de pomme on prend ? Alors, il y a différents styles de pommes. Je sens qu'un débat est ouvert. Non, tout à fait. Alors, soit on peut prendre de la Chantecler qui est très fruitée et qui se tient bien dans l'assiette, pas trop cuit, avec une petite noisette de beurre, ça va très bien. Ou autrement, on peut faire avec de la Braeburn qui se tient bien aussi, mais qui est un peu plus sucré, quoi. D'accord. Si on aime un peu plus le salé sucré, ça va pas mal ensemble, quoi. Oui. Et en arrivant, j'ai vu que sur le hangar, il y a des panneaux photovoltaïques. Oui, tout à fait. Donc quand quand je me suis installé, on a monté un hangar où on a le magasin à Tenant avec une grande chambre froide et une calibreuse. Et donc on a mis toute la toiture en panneaux photovoltaïques dès le début. D'accord. Et voilà quoi. Économie d'énergie. Économie d'énergie, alors pour le moment on le revend, on a le contrat avec l'EDF et après une fois le contrat fini, pourquoi pas alimenter toute l'exploitation avec, les chambres froides, on verra comment ça évolue, parce que ça quand même, ces panneaux ont une durée de vie quand même assez longue, et même si ça fait que 70 ou 80%, je pense que j'en aurai largement assez pour alimenter toute l'exploitation. Ça devrait aller. Et au niveau de l'eau, tu fais quelque chose aussi pour les économies d'eau Moi, toutes mes cultures sont en micro-G, donc on calcule bien les quantités, ça permet d'éviter le gaspillage tout simplement, quoi. Voilà, de bien calibrer les quantités d'eau pour les vergers, parce que la pomme est demandeur d'eau, hein, c'est un fruit qui est à 98% d'eau, donc il faut de l'eau, mais voilà, il faut bien la canaliser, il faut pas la gaspiller, c'est pas de l'aspersion complète, c'est juste sur les pieds, et, donc ça permet de bien réguler et de modérer l'eau et de faire attention, quoi. Bon, écoute, on ira rendre visite donc à l'EARL des Amandiers. Je te remercie beaucoup de m'avoir reçu, et puis je te dis à une prochaine. Merci beaucoup, merci d'être venu, et il faut venir pour les prochaines cueillettes, quoi. Voilà, je crois qu'on va venir en famille. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.